Hier, le 30 juin 2003, Franck Ferrand faisait sa première émission sur notre antenne, une émission intitulée L'expédition de Magellan. Bonjour Franck et bon anniversaire. Merci Céline, bonjour à vous, bonjour à tous. Nous avons démarré cette 10e année avec une seconde de retard, mais nous étions en train de nous installer. 10 années ininterrompues de radio, 10 ans de présence sur l'antenne d'Europe 1, ce n'est pas rien. Cela représente près de 1800 émissions. J'en conserve des centaines de beaux souvenirs. Mes engagements sur Alésia, sur le cœur de Louis XVII qui m'ont valu pas mal de déboires, les confidences d'Alain Decaux, notre Tour de France virtuel avec Julie, notre première émission in situ, c'était au musée des monuments français, et puis les grands témoignages de l'été 2010. L'émission a changé parfois de nom. Il y a eu les histoires de l'histoire, les rendez-vous de l'histoire, Zoom arrière, Mon héros dans l'histoire, et bien sûr, depuis 2 ans et demi, au cœur de l'histoire. Il y a 10 ans, nous étions déjà en quotidienne à la mi-journée. Il y a eu par la suite le week-end, le petit matin et même le samedi soir avec de merveilleux collaborateurs, notamment Hélène Canary que j'embrasse, puis Guillaume Vassaux qui est devenu réalisateur, Lorena Martin depuis 4 ans et Marion Sauveur qui nous a rejoints cette année. Je n'oublie pas notre Julia qui est en vacances cette semaine, mais qui sera de retour dans 15 jours avec sa propre émission Campus. Disons-le sans fausse pudeur, Europe 1 est devenu ma deuxième famille et il me semble que le moment est bien choisi pour remercier toutes celles et tous ceux qui, ces 3650 derniers jours, m'ont entouré, soutenu, aidé de multiples manières, à commencer par les équipes techniques dont on ne parle pas assez. Quant à vous, chers auditeurs, que vous nous suiviez en direct, en rediffusion la nuit ou en podcast, vous êtes devenus une de mes raisons de vivre. Les 3 noms que j'aimerais citer en ce 10e anniversaire sont ceux des dirigeants de cette maison qui m'ont donné leur confiance. D'abord Muriel S. et Jérôme Bellet, qui ont eu l'incroyable audace de propulser à l'antenne un jeune historien qui n'avait jamais fait de radio. Il fallait le faire, ça tout de même. Et puis Denis Oliven, qui début 2011 a décidé de me confier à nouveau ce créneau de la mi-journée traditionnellement dévolu à l'histoire et à la narration sur Europe 1. Le 30 juin 2003, la première émission était effectivement consacrée à Magellan et à son tour du monde. J'ai reparlé de Magellan 2 ou 3 fois depuis. J'aurais pu y revenir aujourd'hui comme un clin d'œil, mais je me suis dit qu'il valait mieux aller de l'avant et j'ai préféré traiter d'un sujet, disons, tout neuf. Oui, vous allez en effet nous parler de la mafia. Avec Jacques de Saint-Victor, auteur de Un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique au 19e et 20e siècle, et Jean-François Guéraud, auteur du Monde des mafias, réédité récemment en format de poche. Tous deux savent comment s'est constitué le monstre tentaculaire qui gangrène des pans entiers de l'économie mondiale. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Lorsqu'un phénomène est laid, voire très laid, ceux qui en sont les responsables ont tendance à lui trouver des origines nobles. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec la mafia. D'où vient ce terme de mafia? D'un dialecte toscan qui, semble-t-il, signifie la misère. Cela s'écrit d'ailleurs originellement mafia avec 2 F. Pour le Piémontais, les habitants du sud de l'Italie et particulièrement les Siciliens étaient des gens de misère, des traînes savates en quelque sorte, ce qu'on appellerait la lie du peuple, pour eux la mafia. Une appellation péjorative donc que le milieu sicilien du crime par orgueil aurait relevé. Le terme apparaît tard en vérité dans les années 1860, celle de l'unité italienne, ce qui n'est pas un hasard. Il semblerait en effet que le mot mafia ait été importé en Sicile par des Piémontais qui étaient venus dans l'île avec Garibaldi, donc en 1861. Rappelez-vous, c'est l'expédition des 1000 dont nous parlions à ce micro il y a quelques semaines. Mafia devient alors pour la Sicile l'équivalent du terme continental camorra, désignant le milieu napolitain. Camorra est sans doute la contraction des mots capo, désignant le chef, et mora. Mora, c'est un jeu napolitain interdit, puisqu'il était fondé sur des paris d'argent. La camorra, à l'origine, on aurait pu dire que le camorra, c'était le maître du jeu, en quelque sorte, à moins que le terme ne soit lui-même dérivé de camara, qui localement désigne la rixe, la bagarre, c'est possible aussi.
Revenons donc au terme de mafia. Son origine était trop vile, trop péjorative pour plaire aux parrains siciliens, alors on lui a inventé une autre origine bien plus ancienne et autrement plus noble. Mafia serait l'acronyme d'une devise, Morte alla Francia Italianella, du cri de ralliement des Siciliens dressé au XIIIe siècle contre l'envahisseur étranger, en l'occurrence français. Voilà qui nous ramène à 1282 et à l'épisode glorieux des vêpres siciliennes portées à la scène par Verdi en 1855, du reste pour l'Opéra de Paris. Que sont les vêpres siciliennes ? Une révolte populaire, magnifique, survenue à Palerme et à Corleone le mardi de Pâques 1282, une révolte contre la domination féodale de Charles d'Anjou. Les Siciliens, à la suite de ce mouvement populaire, vont rejeter les Angevins et se placer sous la protection du roi d'Aragon Pierre III. On est à l'époque en pleine lutte des Guelfes et des Gibelins, vous savez, des partisans du pape contre les partisans de l'empereur. Avouez tout de même qu'en guise d'origine pour la mafia, ces vêpres siciliennes ont beaucoup plus d'allure que les insultes des Piémontais de Garibaldi. C'est beau, c'est historique, c'est plein d'héroïsme, mais c'est faux. Mythification tardive, nous disent les historiens, invention de toutes pièces, arrière-fond en trompe-l'œil, comme à peu près tout ce qui touche à la mafia, et qui, sous le folklore, parfois, j'allais dire sympathique, non sûrement pas, mais en tout cas intéressant et même clinquant, sous ce folklore, en vérité, se cache un phénomène bien sombre, bien pourri, ce que nos invités ne cessent de clamer. Je vais leur donner la parole dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec son titre Repenti. Et on parle aujourd'hui, au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, de la mafia, avec nos invités en studio. Jacques de Saint-Victor, professeur des universités, auteur de Un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique, 19e, 21e siècle aux éditions Gallimard. Et puis Jean-François Guéraud, commissaire divisionnaire de la police nationale. Ses livres, Géostratégie du crime, avec François Thual, aux éditions Odile Jacob. Et puis Le monde des mafias, géopolitique du crime organisé, édition Odile Jacob également, réédité en format poche en 2008. Monsieur le professeur, monsieur le commissaire, bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce phénomène dont j'évoquais les origines pour le moins nébuleuses, Jacques de Saint-Victor. En fait, il est assez difficile d'établir une généalogie exacte de ce qu'on appelle la mafia. C'est déjà très difficile de savoir en effet d'où vient le nom, vous l'avez souligné. Quant à la généalogie, disons qu'on peut à peu près très clairement mettre en évidence que c'est un phénomène récent. C'est-à-dire qu'il apparaît à peu près au début du 19e siècle, lorsqu'il y a en Sicile une rupture, d'ailleurs dans tout le sud de l'Italie, une rupture brutale entre le vieux système féodal qui avait duré beaucoup plus longtemps que par chez nous ou qu'en Angleterre. À partir de 1810-1812, ce système s'effondre et il est remplacé par un système libéral capitaliste, mais qui ne fonctionne pas du tout comme on peut l'imaginer, comme ça a pu être le cas en Angleterre ou en France. Si vous voulez, il y a une sorte de vide, une rupture trop brutale qui crée évidemment un appel d'air pour des forces criminelles. Alors nous allons voir à quel point tout ça a pu ramifier à l'échelle planétaire, et c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Mais au départ, il faut bien préciser, il faut revenir à cela, Jean-François Guéraud. Au départ, on est bien dans un phénomène italien. Les 4 mafias originelles sont des mafias régionales italiennes, en vérité. Le mot mafia, historiquement, à l'origine, désigne donc une entité criminelle spécifique qui naît en Sicile et qui se développe depuis la Sicile. Voilà. Donc le mot mafia est un nom propre. Et puis c'est un nom propre. Et puis on va découvrir tardivement, en fait, un siècle plus tard, grâce aux enquêtes des magistrats Falcone, Borsellino, etc., que ce nom propre est un nom impropre. Puisqu'en réalité, les mafieux n'utilisent pas le terme de mafia. Le mot mafia est un terme utilisé par les journalistes, la police, le grand public. Mais les mafieux, entre eux, utilisent d'autres mots, et en particulier un mot qui désigne un entre-soi social typique d'une société secrète. C'est le mot Cosa Nostra, notre chose à nous. Voilà. C'est notre chose que l'on garde à l'abri, évidemment, des regards indiscrets. À l'égard, en effet, des regards indiscrets, c'est fondamental. Et donc, de nom propre, ce nom est devenu ensuite donc un nom commun. Et c'est tout le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que cette entité spécifique, aujourd'hui, sert à qualifier tous les phénomènes criminels. Voilà, donc le concept s'est banalisé, il s'est élargi,
Et donc il faudrait revenir à un tout petit peu plus de rigueur, puisque le nom propre, devenu un nom commun, ne devrait désigner aujourd'hui que quelques entités criminelles très spécifiques de niveau supérieur. Donc Cosa Nostra en Sicile, mais la 'Ndrangheta en Calabre, la Camorra en Campanie, la Sacra Corona Unita dans les Pouilles. Et Jacques de Saint-Victor et moi sommes à peu près d'accord là-dessus. Quelques autres entités criminelles à travers le monde, mais en nombre très restreint, toutes celles qui ont des caractéristiques de société secrète, en fait. Voilà, c'est ça. Cette dimension secrète est essentielle. Hein. On ne parle pas de la pègre en général, là, ou de différents milieux malhonnêtes. On parle vraiment de sociétés secrètes organisées, structurées, et qui ont quand même un point de rattachement au moins historique avec la Sicile et avec le sud de l'Italie. Cosa Nostra a un point de rattachement avec la Sicile. Sans la Sicile, Cosa Nostra n'existe pas. Et chaque société secrète criminelle, chaque mafia, n'existe que par une histoire, un terreau culturel et un territoire spécifique. Voilà. Alors quand tout ça est-il né ? Nous allons voir que c'est à peu près au milieu du 19e siècle qu'on peut parler de la mafia telle qu'elle existe aujourd'hui. Nous allons voir dans quelles conditions, comment, où tout ça a vu le jour dans un instant. Cécile donc, pardon. Europe 1. Faire l'amour 3 fois par semaine, avoir des orgasmes tonitruants et des pratiques variées, c'est ce qu'il faudrait pour soi-disant être épanoui dans sa vie sexuelle. Sauf que notre corps aspire parfois au repos et que notre libido dit stop. Nos relations sont parfois épanouissantes, parfois moins. Désir, plaisir, fantasme. Faites votre bilan sexuel avec Elena et les experts Europe 1 dès 14h. Ils attendent vos questions et témoignages au 39 21 sur europe1.fr, la page Facebook des experts Europe 1 et Twitter /les experts Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Donc, ce qu'on vient d'entendre, Céline, c'était la musique du Clan des Siciliens d'Ennio Morricone. J'imagine qu'un certain nombre de nos auditeurs ont dû sursauter, parce que c'est un film légendaire, bien sûr, d'Henri Verneuil. C'est ça, avec Ventura. Oui. Et Jean Gabin, bien entendu. Un film. Voilà. Donc, je pense que la plupart auront reconnu le Clan des Siciliens. Alors, nous avons ici parlé d'un certain nombre de sociétés extrêmement souterraines au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. On ne peut pas parler pour autant de mafia. La mafia, c'est un phénomène qui naît proprement au XIXe siècle, Jacques de Saint-Victor. Oui, pour qu'il y ait mafia, il faut en effet qu'il y ait un monde qui soit susceptible de donner à ces sociétés secrètes un pouvoir que dans les sociétés dites aristocratiques ou dites des anciennes sociétés de type monarchique, elles ne pouvaient pas avoir. Donc en réalité, c'est parce que justement il y a eu cette rupture avec le monde ancien qu'on arrive au milieu, disons, du 19e, début du 19e, dans un monde beaucoup plus libéral, qu'il y a la possibilité pour ces sociétés secrètes de devenir des pouvoirs secrets, des pouvoirs invisibles, pour reprendre le titre du livre que j'ai écrit, qui vont entrer, si vous voulez, dans le jeu politique et le jeu économique à un niveau tel qu'elles vont réussir à s'imposer. C'est ce qui caractérise les mafias par rapport à d'autres types d'associations criminelles comme ce qu'on appelle les bandes, les gangs, le milieu, la pègre, etc. Le banditisme. C'est que généralement, voilà, toutes ces organisations criminelles sont en marge de la société. On parle chez les anglo-saxons d'underworld. Or, les mafias, elles vont s'intégrer de manière symbiotique avec le monde dominant, les élites politiques, les élites sociales, les élites économiques. Et c'est à partir du milieu du 19e siècle que ce phénomène prend naissance. Je pense que ce terme d'élite est important, car on aurait tendance à imaginer, comme un certain nombre de mouvements de banditisme, que tout cela est né dans la lie du peuple. En vérité, ce n'est pas là que naît le phénomène. C'est plutôt dans des classes assez aisées de la population. Oui, c'est exactement Jean-François Guéraud. Et en effet, traditionnellement, on a une vision un petit peu misérabiliste des phénomènes criminels. Or, avec les mafias, cette vision misérabiliste est totalement fausse. On se rend compte, comme l'a très bien décrit Jacques de Saint-Victor, que le phénomène mafieux naît dans des couches moyennes de la société, avec même souvent un ancrage dans la bourgeoisie, voire dans l'aristocratie. Et donc, pour comprendre ce phénomène, il ne faut pas regarder vers le bas de la société, vers le petit peuple, il faut plutôt pointer ce regard vers le haut de la société. Et du reste, on voit l'organisation se calquer sur d'anciennes structures familiales et claniques, en quelque sorte. Il y a quelque chose de quasiment d'une aristocratie du crime. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ?
Alors, on peut considérer qu'il s'agit de la pointe la plus haute, en effet, du monde criminel. Et ces individus se vivent et se perçoivent eux-mêmes, non pas comme de vulgaires bandits, de vulgaires gangsters, mais comme des aristocrates. Alors, évidemment, tout ça est un petit peu choquant quand on le dit ainsi, mais il est important de comprendre ce qu'est leur perception des choses et aussi la manière dont ils sont perçus par la population. Et comment recrutent-ils ? Comment est-ce que se développe ce genre d'organisation ? Alors, sur l'origine de l'organisation, c'est un peu quand même un mystère anthropologique. Mais il faut comprendre que puisque nous avons affaire à une société secrète, vous avez... Il y a des rites, j'imagine. Il y a un phénomène d'initiation. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un monde à l'extérieur et il y a un monde à l'intérieur. Et l'initiation permet à un individu de passer d'un monde à l'autre, en fait de se dépouiller de son ancien statut social pour acquérir de manière un peu mythique et mythologique un nouveau statut social. Donc il y a un avant et un après. Et en effet, il est apparu petit à petit grâce à des observations policières, surtout aux États-Unis à partir des années 80, qu'il y avait bien des rites d'initiation avec des discours, avec un rituel, etc. C'est un monde très spécifiquement masculin, tout de même. On est dans quelque chose de même machiste, disons-le. Alors c'est un monde spécifiquement masculin. Il y a quelques exceptions en Campanie, mais c'est un monde d'hommes. C'est aussi un monde prémoderne qui fonctionne à partir de considérations qui nous choquent, mais il y a des considérations sur la pureté ethnique, par exemple, sur la pureté familiale. Vous avez bien dit, je dis pour ceux qui écouteraient par exemple en voiture, vous n'avez pas dit très, vous avez bien dit pré-moderne. On est avant notre époque moderne. Alors, pré-moderne dans son... Aussi. Alors voilà, pré-moderne dans son substrat social, dans ses mécanismes et dans ses valeurs, mais comme le dit très bien Jacques, aussi post-moderne, parce que ce qui est le plus intéressant, c'est que ces entités ont une capacité d'adaptation absolument phénoménale et qu'elles sont totalement immergées dans la mondialisation et par exemple dans les très hautes technologies. D'ailleurs, leur caractère prémoderne et clanique leur permet de beaucoup mieux survivre dans un monde ultra-individualiste et très libéralisé comme le nôtre. Justement, est-ce que cette structure clanique peut rappeler ce qu'a pu être la famille même antique, puisqu'on est quand même dans des... Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des origines généralement soit méridionales pour ce qui concerne l'Europe. On est très latin quand même. Soit, par exemple, ne l'oublions pas, il y a aussi des mafias en Asie, notamment en Chine ou au Japon. Le caractère prémoderne, à nouveau, féodal, de ces sociétés. Donc il y a toujours un élément, un lien avec cette origine, disons, avant la modernité, avant l'individualisme. Mais ce sont des structures qui ont su, elles, survivre à la chute de cet ancien régime. Et c'est là le grand mystère, et c'est là leur force. Est-ce que cette survie n'est pas liée au caractère secret, justement, de la structure ? Est-ce que le secret est une protection pour elles ? Le secret est évidemment une protection, et d'ailleurs elles se sont inspirées des sociétés secrètes de type politique, notamment ce n'est pas pour rien que la mafia s'est développée en Sicile ou dans le sud de l'Italie au XIXe siècle, car il y avait à la même époque les sociétés secrètes risorgimentales, comme par exemple les Carbonari. Et qu'est-ce qu'ont fait ces sociétés mafieuses ? Généralement d'ailleurs dirigées par des aristocrates, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean-François, elles ont au fond copié non seulement les manières d'être, les codes, les rites d'initiation de ces sociétés secrètes de type risorgimental, comme par exemple les Carbonari. Et elles ont au fond changé simplement l'objectif de la société secrète. Du monde politique, elles se sont dirigées vers des activités criminelles. Et donc économiques essentiellement. Voilà. Alors avant de traverser l'Atlantique, puisque mon récit sera consacré à Lucky Luciano, j'aimerais que nous venions sur toute la période historique et que nous voyions quel rapport la mafia a pu entretenir avec un certain nombre de mouvements politiques, économiques et culturels depuis, on a compris maintenant, depuis on va dire un siècle et demi. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Oui, Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Et aujourd'hui, on le disait, Franck, c'est un anniversaire que nous célébrons. Ah oui, ça fait 10 ans. Exactement, 10 ans. Et il y a pas mal de réactions des auditeurs sur Facebook, sur Europe1.fr. Merci infiniment de tous vos messages. C'est très agréable. Vous nous dites tous bon anniversaire. Merci de votre fidélité. Certains d'entre vous nous écoutent depuis 10 ans. C'est ça qui est magnifique. Et je sais même qu'il y a, parce que j'en rencontre de temps en temps, des auditeurs d'Europe 1 qui sont à l'antenne depuis la création de la maison. Vous imaginez ? C'était en 1999.
1955 tout de même. Alors nous revenons à notre mafia et à son histoire, car ce qu'il faut peut-être expliquer, Jean-François Guéraud, c'est que cette mafia, bien entendu, elle s'est constamment adaptée aux sociétés sur lesquelles elle vit comme une sorte de parasite, disons-le bien, puisque elle est là précisément pour parasiter les économies des pays. Et donc, on va la voir naître dans les années, on a dit 1850, 1860, au moment du Risorgimento italien, et elle a partie liée avec les différents pouvoirs en place. Ça, c'est assez extraordinaire. Elle arrive à les infiltrer, à les apprivoiser pour certains d'entre eux. La mafia naît donc au 19e et pour comprendre comment une entité criminelle arrive à survivre pendant un siècle et demi, malgré des périodes de répression, eh bien, la seule clé de compréhension, la seule clé de lecture, c'est évidemment, à un moment donné, une forme de complicité avec les pouvoirs en place. Si vous n'avez pas cette complicité avec une partie de la classe politique, une partie de l'appareil répressif, naturellement, vous ne pouvez pas survivre. Et c'est cette grille de lecture qui est importante à avoir. Par ailleurs, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une entité profondément adaptative. Elle passe d'un monde rural à un monde urbain, d'un monde pré-moderne à un monde industrialisé. Elle connaît des périodes de répression très autoritaires comme durant le fascisme. Elle subit la guerre, elle s'adapte à la démocratie. Enfin voilà, elle traverse tout. Donc elle est profondément adaptative. Et le moment clé, c'est évidemment à la libération, entre guillemets, lorsque la démocratie chrétienne prend le pouvoir vers 44-45, eh bien, Cosa Nostra en Sicile, puis au niveau national, arrive à s'arrimer à ce parti dominant. Et c'est cet arrimage jusqu'au début des années 90 qui va être une des clés de lecture fondamentales à la fois de la progression de ce groupe criminel, de cette mafia, mais aussi une des clés de lecture, malheureusement, de la vie politique et institutionnelle italienne. Parce qu'il n'y a pas progressivement un amenuisement du phénomène, au contraire, c'est un phénomène qui se développe, qui se ramifie et qui devient sans cesse plus complexe aussi. On a parlé de cette période fasciste, évidemment ça a dû être un moment, un point, sinon un point d'arrêt, en tout cas un moment difficile pour la mafia. En réalité, c'est une période un peu paradoxale Jacques pour la mafia. Ça a été une période qui a été marquée de l'arrivée du fascisme dans les années 20 jusqu'en 1929 par une lutte assez intense que le Duce a menée contre la mafia, parce que, comme tout régime totalitaire, le régime fasciste ne pouvait pas supporter qu'il y ait sur son même territoire une puissance parallèle qui contrôle une partie justement du territoire. Mais la mafia a su finalement tirer parti de cette époque fasciste. Pourquoi ? Parce que, en réalité, à partir de 1929 jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en 1943, le fascisme ne s'est plus vraiment intéressé à la répression contre la mafia, et donc la mafia, notamment en Sicile, a pu renaître petit à petit de ses cendres. Mais surtout, la mafia a tiré parti, à partir de 1943, de la répression fasciste dont elle avait été la victime, disons, au début du régime fasciste. Elle s'est adaptée, suradaptée. Elle s'est suradaptée, et elle a dit aux Américains, quand ils sont arrivés en Sicile, peut-être même d'ailleurs un petit peu avant qu'ils n'y arrivent, eh bien nous avons été la principale victime de cette répression fasciste, donc nous sommes quasiment la seule force politique, à part les communistes, qui étions des antifascistes. Or, vous connaissez évidemment la version des Américains pour les communistes, donc la seule puissance sociale qu'ils aient utilisée, c'est la mafia. Parce que la mafia contrôle le terrain. Ça, c'est fondamental pour n'importe quel pouvoir politique. C'est un véritable fantasme que ce maillage et cette capacité à contrôler les choses. Oui, ce qui caractérise une mafia, en effet, c'est la capacité à contrôler un territoire, c'est-à-dire avoir une capacité à pouvoir plus ou moins diriger l'ensemble des activités criminelles sur cet espace-là, mais aussi avoir une capacité donc de dialogue avec le monde économique et le monde politique. Juste une petite remarque à propos de la période fasciste qui est très intéressante à décrypter. Comme l'a très bien dit Jacques de Saint-Victor, il y a en fait deux périodes. La première période de 22 à 29, l'installation de Mussolini, oui. Voilà, Mussolini envoie le préfet Mori, il y a une répression absolument terrible. Oui, sauvage, oui. Sauvage. Et on sent bien, et Jacques le décrit dans son livre, on sent bien qu'à partir du moment où le préfet Mori commence à toucher à des choses sensibles, c'est-à-dire la couche supérieure de la mafia, à cette mafia haute. Ce qu'on appelait la haute mafia. La haute mafia. On sent bien que là, il touche à quelque chose d'intouchable, et donc Mori est rappelé à Rome. Et en réalité, donc, la mafia a eu l'intelligence, elle a fait ce qu'un proverbe sicilien dit très bien, c'est « courbe-toi, Jon, la crue passe ». Voilà. C'est ça.
Le roseau plie mais ne rompt pas. Voilà, exactement. Alors, peu à peu, évidemment, on est dans une période de forte émigration, notamment dans cette région déshéritée du sud de l'Italie. La mafia va essaimer, notamment outre-Atlantique, à travers tous les migrants. Oui, ça c'est un petit peu avant, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Il y a une immense vague d'immigration de tout le sud de l'Italie, en particulier de la Sicile. Il y a plus d'1 million de personnes qui sont parties aux États-Unis, notamment, mais pas uniquement aux États-Unis d'ailleurs. Et les grandes puissances mafieuses de l'époque ont profité de ce mouvement d'immigration pour implanter des succursales aux États-Unis. En réalité, ça c'est une chose que l'on ne connaissait pas, dont les découvertes sont très récentes. Ce ne sont pas des pauvres immigrés italiens qui sont partis aux États-Unis et qui ont constitué à l'origine les premières cellules mafieuses, c'est l'inverse. Ce sont des grands commerçants qui étaient eux-mêmes des chefs mafieux en Sicile ou à Naples ou en Calabre, qui ont constitué les premières cellules mafieuses, d'ailleurs qui utilisaient les mêmes noms que dans le sud de l'Italie. Et ce n'est que la seconde génération, c'est-à-dire celle de Al Capone, Lucky Luciano et autres, qui va voir apparaître une véritable mafia locale, elle, issue de milieux très populaires, puisque en effet, ces deux noms, par exemple, ce sont des gens de modeste origine. Est-ce qu'on peut parler, à partir de ce moment-là, d'un déport de la mafia ? Est-ce qu'il y a un changement du centre de gravité, Jean-François Guéraud ? Non, absolument pas. Il faut bien comprendre que ce sont deux entités criminelles distinctes. La sicilienne va donner naissance par le biais de l'immigration, comme le dit Jacques, en effet à une réalité nord-américaine, mais les mafieux en Amérique du Nord vont s'américaniser et vont devenir quelque chose de très spécifique. Alors évidemment, il va rester les liens de famille, les liens économiques, la communauté de valeurs qui va créer des flux criminels, une empathie et une confiance, mais ce sont bien deux mondes criminels. Alors, ça dépend un peu, pardonnez-moi, mais ça dépend un tout petit peu des types de mafia. C'est-à-dire que c'est tout à fait vrai pour la mafia sicilienne, qui a vraiment vu ses liens, disons, amoindris à partir de l'époque du fascisme et surtout de l'après-guerre. Mais si par exemple on pense à la mafia calabraise, il y a des liens encore très étroits entre son implantation dans des villes comme par exemple certaines villes au Québec, au Canada en règle générale, ou en Nouvelle-Zélande, ou en Afrique du Sud, avec la maison mère. Donc il y a vraiment encore des liens assez étroits. Nous allons justement aller voir ce qui se passait aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres, avec la figure, l'une des figures les plus célèbres, celui qu'on surnommait Lucky Luciano. Son vrai nom, c'est Salvatore Lucania. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Et Franck Ferrand, vous nous contez Lucky Luciano. Et oui, on peut dire que Salvatore Lucania, de son vrai nom, donc surnommé Lucky Luciano, aura été un des plus importants mafieux des États-Unis. Donc nous avons bien vu la distinction qu'il faut opérer. On est dans l'époque de la prohibition, bien entendu. Non seulement il leur a régné, lui, sur un véritable empire criminel, mais cet empire, on peut dire qu'il l'a inventé en réunissant en 1929 à Atlantic City une sorte de congrès des gangs, le fameux syndicat du crime unifié. Avec, quand je dis un syndicat, avec des règles, avec des gestionnaires, des actionnaires, une répartition de territoire, etc. Et puis ce pouvoir exécutif qu'on appelait la Brooklyn Combination, que la presse avait surnommé le Murder Incorporated. On est vraiment dans une organisation criminelle qui calque ses structures sur ce que pourrait être une grande entreprise, tout simplement. Lucky Luciano est mort à Naples d'une crise cardiaque. On lui a peut-être donné un petit coup de pouce. Du reste, c'est en tout cas ce que pensait Jean Marcilly, qui avait beaucoup travaillé sur la question. Avant cela, voyons peut-être quel a été son parcours, assez symptomatique de ce que peut être justement cette deuxième génération des mafieux américains. Il était né à la toute fin du 19e siècle, il était né le 24 novembre 1897 en Sicile, à l'Ercarafridi. Il naît dans une famille vraiment pauvre qui a déjà plusieurs enfants, 5 enfants, dont 3 fils. Lui est le second fils. Alors son père, Antonino Lucania, meurt littéralement de faim. Il a épousé une femme, Rosalie Caporelli, et tous deux, chassés par la misère, disons-le, vont s'embarquer en avril 1906 au fond de la cale d'un vieux cargo avec la petite famille, et on traverse l'Atlantique direction ce qui à l'époque pour toutes ces familles pauvres de la vieille Europe passe pour l'Eldorado, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Alors
les Lucania vont s'installer tout de suite dans le Lower East Side, dans ce quartier très célèbre où le crime a littéralement c'est terriblement développé au tournant des années 1900. Ce sont des catholiques, bien entendu, ce sont des Siciliens. Vous imaginez, quand je dis ce sont des catholiques, ils sont même extrêmement observants, et les voilà d'un seul coup confrontés à cet extraordinaire cosmopolitisme, à ce mélange des religions qu'on peut trouver dans les bas quartiers des grandes métropoles américaines. Et c'est Lucky Luciano lui-même qui racontera, dans des mémoires, si l'on peut dire, dans un témoignage assez extraordinaire qu'il fera paraître bien plus tard. J'ai rencontré Meyer Lansky et Benjamin Siegel, dit-il, à l'école. Benjamin Siegel, c'est lui qui, plus tard, qu'on verra officier évidemment à Las Vegas, vous savez. C'était l'époque où j'extorquais des piécettes aux gosses juifs en échange de ma protection. Je me souviens que j'ai fait la proposition habituelle à Lansky. J'avais une bonne tête de plus que ce nain, mais il m'a regardé sans sourciller, avec l'air de ne pas avoir froid aux yeux, et il m'a dit « Va te faire foutre ». Alors là, j'ai commencé à rigoler, je lui ai donné une petite tape sur l'épaule et je lui ai dit « D'accord, je te protégerai pour rien ». Mais à ce moment, il s'est écarté et il a crié « Tu peux, je vous passe l'expression, tu peux en faire ce que tu veux de ta protection, j'en ai pas besoin ». Et c'était vrai, dit Lucky Luciano, je vous prie de croire. Après Benny Siegel, Meyer Lansky était le type le plus coriace à poids égal que j'ai jamais rencontré de ma vie, et je n'oublie ni Albert Anastasia, ni aucun de ces truands de Brooklyn, ni personne. En vérité, Meyer Lansky, Frank Costello, Benjamin Siegel, avec Salvatore, vont constituer ce qu'on appelle la bande des quatre. Ils sont particulièrement efficaces dans les coups de main que vont nécessiter toutes les opérations contre la prohibition. Vous savez que le 16 janvier 1919 a été votée cette fameuse loi de prohibition nationale qui interdisait la vente d'alcool sur le territoire américain. Et évidemment, ça va favoriser dans des proportions phénoménales le crime organisé. Eh bien, la bande des quatre va réussir, évidemment. Elle va se développer, elle va être appelée un peu partout pour toutes sortes d'opérations obscures. Et elle se heurte à un seul obstacle, mais un obstacle de taille, la fameuse mafia, précisément, qui ne voit pas d'un bon œil se développer ces petits truands qui ont leur organisation parallèle. L'organisation d'origine sicilienne comprend à l'époque 12 familles réparties sur tout le territoire américain, dont 5 principales sur la seule ville de New York, sous la domination brutale de 2 grandes familles mafieuses, les Masseria et les Maranzano, des familles ennemies, bien entendu. Alors, pour tous ces jeunes loups dont nos quatre petits truands, évidemment, ces grandes familles, ces pépés moustaches, comme les appelait la presse de l'époque, étaient une sorte de blocage. Il fallait entrer dans une de ces familles, c'était le seul moyen de s'en sortir. La mafia veut absolument mettre sous contrôle familial tous ces petits truands juifs, irlandais, etc., ou même italiens, dont Salvatore Lucania est le représentant même. Et tous ces dissidents, ils vont se retrouver dans une sorte de poche criminelle. Et là, on est dans le Boardwalk Empire de Martin Scorsese. Ils vont se retrouver sur la côte atlantique, à Atlantic City. C'est à Atlantic City que tous vont s'organiser. Si l'on regarde en 1920, quelle était la proportion de la population criminelle d'Atlantic City, vous aviez 20% de Siciliens, 10% d'Irlandais et 62% de Juifs. On est là dans un petit monde qui est en train d'essayer d'échapper à la mafia.